OK. Donc, merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Donc, j'ai préparé cette première rencontre, une première rencontre de plusieurs que je vais organiser pour le reste de l'année. Et justement, pour parler sur un grand sujet, c'est la philosophie du yoga et la méditation. Donc, simplement pour vous donner une idée pour les personnes qui viennent déjà au groupe de pratique thérapeutique, du yoga thérapeutique, normalement, c'est qu'on a passé le temps à faire, c'est de travailler surtout sur la forme de la pratique du yoga, ça veut dire la partie physique, énergétique. De certaine manière, c'est aussi, quand on parle de l'énergie, c'est la profondeur, oui, pas seulement la forme extérieure. Et aussi, on a fait pas mal d'exercices pour connaître un peu le fonctionnement et la dynamique de nos pensées, de notre mental. Mais là, aujourd'hui, je vais toucher un concept qui est assez vaste, mais qui appartient très, très bien à la pratique du yoga de manière classique et traditionnelle, mais aussi à cette nouvelle et moderne façon de pratiquer le yoga, qui c'est le yoga thérapeutique. Donc, on comprend bien que c'est pas un sujet facile à expliquer. On peut passer des heures et des heures et des heures et des années à parler de la philosophie de la pratique du yoga, oui, en tant que science, en tant que pratique, en tant que philosophie. Mais c'est que j'aime bien, parce que moi, j'aimais toujours lire la philosophie, pas seulement orientale, mais aussi la philosophie occidentale. C'est comment les deux mondes, occidental et oriental, se croisent dans un point d'intersection qu'on ne peut pas l'avoir, on peut le voir linéalement, et si on décrit les concepts de manière métaphorique et à manière d'interprétation, mais aussi si on met en place une pratique pour nous laisser simplement comprendre sans l'utilisation de la raison. Et c'est pour ça que la méditation devient quelque chose de très intéressant et de certaine manière magique, parce qu'il suffit que fermer les yeux, respirer et laisser toutes les idées couler et se rencontrer avec un ressentir, pas forcément avec des mots ou des explications très compliquées dans notre tête. C'est comme un ressentir. Oh, c'est ça. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais faire une petite présentation et j'espère que je puisse aussi la partager. Et on va essayer d'aller rapidement dans cette présentation pour passer plus de temps dans la méditation. Okay? Donc, c'est une séance d'1 heure et je vais essayer de faire cette présentation en moins de 20 minutes. Et vous pouvez aussi me dire, Mona, je ne comprends pas ça et on peut partager pas mal de choses. Alors, d'abord, je cherche la présentation. Et vous me direz si vous pouvez la voir. Philosophie du yoga et méditation. Vous le voyez? Ça marche. Très bien. OK. Donc, à côté de ça, j'ai un texte ici. Il faudra que je l'utilise. OK, pas ça. OK. Donc, ma première inspiration pour cette présentation d'aujourd'hui, c'est trouver une comparaison dans la ligne de temps entre ce que les Indiens ou les Orientaux disaient déjà avec ce que les Occidentaux étaient en train de dire. On sait déjà, si on commence, vous voyez la croix bleue, il y a une croix bleue, je ne sais pas si je peux le montrer, mais il y a une croix bleue ici dans la table tout à droite. Ça, c'est l'année de la naissance de Jésus, donc on va dire le 25 décembre, au 24 décembre à minuit. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, oui, et en tant que pratique, est beaucoup plus loin dans le futur, oui. Donc, on va simplement se fixer aujourd'hui
et parler très superficiellement de ce qui s'est passé avant dans la ligne de l'histoire de la philosophie du yoga. Et c'est vrai que je fais une espèce de réduction à 70% de tout ce qu'on peut trouver entre la date de l'homme moderne et, même avant de 2500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, on dit que d'abord, on connaît un peu sous la civilisation indienne la vallée des Indus vers l'année 2500 avant Jésus-Christ, où il y avait une civilisation dédiée au commerce, à l'agriculture, à la poterie, par exemple, et qui avait déjà un État républicain établi, vous voyez. Et donc, c'est une société très, très, très moderne. Et on ne connaît pas trop surtout l'activité religieuse et spirituelle de ces gens-là dans cette civilisation. Mais grâce au fait qu'il écrivait déjà en hiéroglyphe, il s'écrivait déjà et il dessinait déjà et on ne comprend pas ce qu'il voulait dire, mais il y a pas mal des hiéroglyphiques comme on trouve ici en France, oui, des animaux, des chevaux, de bœufs, oui, et des personnes surtout assises avec les jambes croisées dans une posture méditative. Donc, on comprend que déjà, ces gens-là, ils pouvaient s'asseoir et fermer les yeux et respirer pour se concentrer sur quelque chose. On parle aussi que cette civilisation avait peut-être une croyance sur certaines déités. Ils pensent qu'il avait déjà cette idée symbolique de la déité, oui, des déesses pour le féminin, pour la fertilité, et aussi de Dieu et dédié justement à donner de la puissance, à la sagesse, oui, des symboles masculins. On sait que ça, jusqu'à aujourd'hui, oui, et il y a beaucoup plus d'autres choses qu'on peut dire. Et après, on sait que 600 avant Jésus-Christ, on a connu, ils ont connu les Bouddhas vivants. C'est cet ascète qui était dans la forêt. Il vivait dans la forêt et il méditait, comme on avait déjà présumé dans cette civilisation, peut-être il le faisait déjà. Et là, le Bouddha, il a donné pas mal d'informations sur ce qu'il voyait dans ces états méditatifs. Donc, on est déjà un peu sur la vie de Gautama. Oui, Gautama, c'est la vie des Bouddhas. Je vous invite peut-être à voir, il y a plusieurs films et il y a surtout un film de Keanu Reeves, c'est acteur américain qui a fait un film et il n'est pas très mauvais, mais je pense que les contenus sont super intéressants pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faisait, le Bouddha. Et après, si vous aimez bien la lecture, bon, il y a 1 milliard de bouquins sur la vie du Bouddha. Mais ce qui nous intéresse surtout quand il s'agit de la science du yoga, c'est 401 avant Jésus-Christ, c'est l'école de philosophie Samkhya, parce qu'il avait pas mal des écoles avec des noms très bizarres, dont je parlais aujourd'hui qu'un petit peu de l'école Samkhya, qui était dédiée à parler de la science du yoga. Et la science du yoga, comme on connaît bien, c'est l'union entre les opposés, l'union entre le mental et le corps, entre la matière et l'esprit. Donc, ça, on va dire que ça verse vers l'année 322 avant la naissance de Jésus-Christ. Et coïncidentiellement, moi j'ai mis ici 2500, pardon, ça c'est une erreur, parce qu'on dit qu'il parlait philosophiquement des informations, on va dire, oui, de la sagesse qui datait de 2500 ans avant, oui, donc ça veut dire qu'il parlait
de la connaissance qui était déjà avant même l'installation de cette civilisation de la vallée des Indus. Donc, je vais corriger ça tout de suite. Et, donc, en disant que Patanjali était contemporain d'Aristote. Et ça, c'est une chose que pour moi, c'était waouh, une grande découverte. Et qu'est-ce que Aristote proposait? En fait, pour moi, c'était intéressant de pouvoir faire cette trajectoire au niveau de lecture et trouver le point d'intersection entre les deux. Et il nous semble qu'apparemment, il parlait de la même chose. La différence que je trouve aujourd'hui, c'est que Aristote, il proposait pas forcément une pratique à part de la maïotica ou à part que c'est la discussion à travers de la raison et la proposition de questionnement tout le temps. On questionne et de cette question, on a une réponse et de cette réponse, on a une autre question et comme ça, on pouvait passer des heures et des heures à discuter. Pour les Indiens, c'était différent. Oui. Alors, l'idée, c'est ici de connaître la vérité, parce que Aristote était très intéressé de savoir comment connaître la réalité, comment on sait que ce qu'on est, ce qu'on pense, c'est la vérité. Oui. Et il nous semble, il s'agit que dans le yoga, c'est la même chose. OK, donc je vais passer à la deuxième. Comment je fais ça ici? Okay, je pense que c'est ici, dans le navigateur. OK. Donc, on dit que en fait, Aristote proposait, il expliquait que les trois domaines de la science, c'est la science théorique, la science pratique et la science politique. En yoga, ce qui nous intéresse, ce qu'il disait, c'est surtout la science théorique, oui, et la science pratique. C'est chouette de trouver ces termes un peu, on va dire, on peut les trouver comme trop techniques. Pour moi, c'est la science théorique. Mais dans l'application, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pas quelque chose que c'est dehors notre façon de raisonner ou de trouver des réponses ou de vivre dans la réalité. Il disait que c'est la meilleure utilisation de l'homme, la science théorique, pour passer ce temps libre. Donc, notre temps libre aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant notre temps libre? C'est pas forcément de lire et d'étudier ou de trouver ou faire des expériences forcément pour trouver la réalité ou la vérité sur certaines choses. C'est pas qu'on a un laboratoire derrière notre cuisine pour faire des expériences, vous voyez? Alors, c'est que c'est super chouette, ce qu'il expliquait, c'est que cette façon de passer son temps libre, c'est à travers de l'observation, oui, ou de la philosophie de la métaphysique. Alors, je vais aller là tout de suite. Et une deuxième science, c'est la science pratique. C'est tourner vers l'action, vers la praxis. OK? Et à travers de cette praxis, est-ce qu'on peut retrouver nos valeurs, oui, notre façon de gérer notre vie, et ça c'est la vie politique, et la vie éthique. OK. Et là, je vais expliquer la métaphysique. La métaphysique, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est beaucoup des choses qu'on a vues peut-être à l'école, au lycée. Et c'est justement une tranche de la philosophie à côté de la épistémologie, c'est deux, et où on étudie la nature fondamentale de la réalité. Et où on étudie, où on s'intéresse sur des concepts comme l'être et l'identité. Et aussi comprendre autrement des questions sur la nature de la conscience, la relation entre l'esprit et la matière, ou le mental et la matière, entre la substance et l'attribut. Alors, quand on dit ça, et c'est justement quelque chose qu'on fait très, très quotidiennement dans le monde de la méditation.
Si vous pratiquez du yoga uniquement, vous ne méditez pas, mais si vous méditez dans les postures que vous faites, vous êtes en train de trouver la nature de cette réalité dans la posture, de vous retrouver à vous-même et de vous réidentifier dans la posture. Et aussi de comprendre comment votre conscience fonctionne à travers de la posture. Tout ça, on fait aussi dans la méditation. Et à travers cette observation métaphysique, c'est comme on fait ces pas directs à la épistémologie de la connaissance, l'étude de la connaissance, la théorie de la connaissance. Alors, j'aime bien ces petits tableaux et que de petit à petit, selon on avance dans ces conférences, on va l'élargir, il y aura beaucoup plus d'informations. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ma flèche. Vous voyez ma flèche? Oui. OK. Donc, selon Patanjali, notre façon de faire, c'est de passer notre temps, oui, notre temps libre, comme on le fait quand on vient au centre de yoga thérapie une fois par semaine et quand on essaie de pratiquer quelque chose à la maison le matin, l'après-midi, comme aujourd'hui. Et c'est dimanche, et 10h20, et on essaie d'utiliser notre temps libre pour connaître, oui, pour dialoguer, pour essayer de connaître et nous reconnaître à nous-mêmes à travers ces informations que je partage aujourd'hui. Dans mon tableau, je vous montre qu'il y a ici écrit chapitre 1, 2, 3 et 4. Patanjali a écrit un bouquin qui s'appelle, il n'a pas écrit, il a récité des sutras, oui, qui après a été transcrit à la main, ou peut-être aussi, bon, aujourd'hui imprimé, oui, dans un bouquin qui s'appelle le Sutras de Yoga Sutras de Patanjali. Et on a passé beaucoup de temps dans notre pratique, dans la définition du yoga, à travers de l'expérience physique, à travers de l'expérience de la respiration et la relaxation et la méditation. Et de fur et à mesure on avance, on commence à connaître des choses que peut-être on ne comprend pas. Et pourquoi ça apparaît dans mon imaginaire? Pourquoi ça apparaît? Donc, il y a différents concepts, et il y a beaucoup plus que ça, comme je le montre ici, qui pourront être expliqués et de manière orale et selon les expériences de la personne. On sait déjà, quand on médite, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup d'expériences au niveau sensoriel qui nous empêchent à rester focalisés, non? Donc, et à côté de ça, autour de cet environnement de la méditation, il y a toujours notre réalité extérieure qui a aussi des contenus et des expériences où on vit des expériences dans les quotidiens qui nous empêchent à rester focalisés sur notre vrai chemin de vie. Oui. Tout ça, Patanjali lui appelait les vrittis. Ce sont des obstacles pour arriver à notre connaissance personnelle ou à notre réalisation de soi, de notre self. Donc, jeudi, j'avais expliqué, Céline, tu n'étais pas là. Non, Mais j'étais pas là. jeudi, j'avais expliqué qu'on allait parler dans ces parties-là, le vrittis, sur la façon de connaître l'épistémologie dans le yoga, la théorie de la connaissance dans les systèmes sciences du yoga. Oui. Donc, pour élargir un peu, et on va justement voir les trois premières, parce que vous voyez ici, il y a un très petit pranama, viparyaya, vikalpa, nidra et smriti. On va parler rapidement de ces trois premières et je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour comprendre et intégrer ces concepts dans notre méditation. Et c'est quelque chose qu'on a fait déjà, mais peut-être ça va donner beaucoup de réponses à ce que vous avez déjà expérimenté dans la méditation. Donc, on dit que une première vritti, ça veut dire un premier obstacle, c'est notre façon de connaître la réalité. Donc, on ne sait pas comment connaître justement la vérité.
Ça s'appelle pranama. Pranama est divisé en 3 parties. La première, on dit qu'on connaît à travers de la perception. Waouh, il y a un feu dans la forêt, donc il y a un incendie. Tu vois le feu, il y a un incendie. Donc tu peux connaître à travers tes sens et les objets du monde à l'extérieur. Et tu peux aussi connaître à travers de ton mental. Si je te parle de feu dans la forêt, tout d'un coup, tu as dans ta tête cette notion symbolique, une signification, un feu dans la forêt. OK? Il y a une autre façon, la référence. Tu es loin de la forêt, la forêt est juste en face de toi et tu vois la fumée. Waouh, il y a un incendie. C'est aussi une façon de connaître la réalité. Tu sais qu'il y a un incendie parce qu'il y a la fumée. Et la troisième, c'est tu es dans ta maison, tu achètes les journaux et tu trouves qu'il y a eu un incendie dans la forêt pas loin de chez toi. Oui, ça veut dire que tu t'appuies sur des mots, des informations qu'une troisième personne vient, ou une troisième vient déposer en face de toi. OK? Avec ça, on sait déjà qu'on connaît la réalité. On dit, oui, on connaît la réalité grâce à ça. Mais de toute façon, on n'est pas sûr si ce qu'on voit, c'est la réalité, ce qu'on est en faire, c'est la réalité. On sait que les autres nous disent, c'est la réalité. C'est pour ça que ça nous amène de la souffrance, selon Patanjali. La deuxième, c'est la mauvaise connaissance. C'est une connaissance qui ne correspond pas à un objet réel. Oui? Et ça, c'est un peu confus. Ça veut dire quoi? C'est comme si on confond une corde avec une serpent. Tu es dans la forêt, amazonienne surtout, et tu marches avec tes bâtons et ton sac à dos. Il n'y a pas trop de lumière à l'intérieur et tu vois une corde et tu sautes tout d'un coup et tu penses que c'est un serpent. Non? Donc, à travers de tes sens, tu n'as pas bien perçu ce qu'il avait sur les sols. Il n'avait pas trop de lumière, donc les circonstances ne sont pas les bonnes pour bien voir ce qu'il y a en face de toi. Et à l'inverse aussi, pensez que ce que tu vois devant toi, ce n'est pas un serpent, c'est une corde. Et paf, tu poses ton pied en dessus et tu te fais mordre par le serpent. Tu vois, donc, il faut corriger les conditions pour connaître la réalité du Patanjali. Parce qu'on ne peut pas se fier sur nos sens, on ne peut pas se fier sur notre façon, notre capacité d'inférir, et on ne peut pas s'appuyer sur les mots et les témoignages des autres. Donc, la solution, c'est passer à un moyen plutôt neutre, oui, et pas s'appuyer sur des objets en absolu, il ne faut pas penser, OK, je vais connaître la réalité et je vais connaître les objets tels comme ils sont. Ça, c'est une mauvaise façon aussi de se fixer un objectif pour connaître la réalité. D'abord, il ne faut pas penser à un objet. OK. Il faut penser aussi que tout ce qu'il y a dans notre tête par rapport à la réalité sont des créations de notre mental. Donc, pas se fier aux créations de notre mental. Patanjali nous donne une réponse par rapport à ça. Pour maîtriser des états plus profonds où on peut simplement se fier sur le ressentir et l'intuition, c'est justement maîtriser la pensée en blanc. Et là, c'est quelque chose que anciennement, les maîtres indiens, avant, ils pensaient, bon, donc il faut mettre le mental en blanc. Non, il y a quelque chose qui sont échappés. Patanjali disait qu'il faut imaginer beaucoup les objets et ses qualités. Et comme ça, on commence à vider ce mental qui est un peu corrompu avec des significations sur la réalité qui n'appartiennent pas à la réalité. Et c'est pour ça que normalement, quand on fait la méditation,
on vous guide avec des indications en disant observez les pieds, observez la main, observez les doigts, observez les genoux, observez les dos. Et on commence à observer des parties de notre corps physique et on les imagine. Et à part de les relaxer, parce que ça fait partie de la pratique, on commence à vider beaucoup notre corps et le mental commence à se fixer et à se focaliser plus rapidement sur des autres choses. Normalement, dans un moment donné, on va vous dire, alors maintenant, pensez au ciel étoilé. Maintenant, pensez à la mer, aux vagues dans l'océan. Maintenant, observez la fleur rouge ou les triangles invertis. Vous vous rappelez de ces objets pendant nos relaxations profondes, peut-être? Donc, ces objets et la visualisation de ces objets va nous aider à vider et à nettoyer d'abord les sens et après les contenus dans notre mental pour les moments où on est dans l'exercice, oui, dans la praxis. Donc, de sur à mesure, on continue à pratiquer, on est capable de toucher des états plus profonds de notre conscience pour savoir comment connaître la réalité sans le bruit, oui, qui est déjà installé depuis longtemps dans notre conscience. Donc, avec ces petits concepts, on va commencer une pratique qu'on fait régulièrement, une pratique que vous connaissez bien, et on va ajouter certaines choses au milieu pour être capable de nettoyer et vivre un peu cette troisième façon de connaître qu'on appelle Vikalpa. Oui, ça veut dire se fixer pas forcément sur un objet, mais sur un objet en absolu. OK. Donc, je vais arrêter mon partage ici. Donc, toute méditation, quand on l'a fait toute seule, on va s'asseoir, méditer sur ces concepts. Ce n'est pas l'idée de penser au concept de la connaissance, mais on va travailler nos sens pour maîtriser les concepts. Oui? On peut commencer toujours assis avec les genoux, les jambes croisées ou assis sur une chaise. Les mains en chi mudra. Oui, donc aujourd'hui, on va commencer avec ces mudras qui nous aident à nous relaxer, ce mudra pour se relaxer. Et la concentration entre les deux sourcils. Donc déjà, on connecte avec notre respiration, colonne droite, sa respiration complète. On amène les deux mains face à la poitrine, un Namaskar Mudra. Et on pense à notre intention d'aujourd'hui, notre Sankalpa. On pense dans une phrase claire 3 fois mentalement. Et puis on chante les sons Om 3 fois. Inspirez profondément et posez les mains à côté, sur les genoux. Toujours bien fixer vos yeux entre les deux sourcils. Dans cette posture méditative.
On observe la respiration qui rentre par les nez, qui sort par les nez. On observe la sonde de notre estomac s'épandre puis se contracte. On laisse les poumons se remplir d'air. Les côtes aussi s'ouvrir vers les côtés. La sonde de la clavicule s'élever avec les épaules légèrement. Et on peut passer 1 minute à observer ce mouvement de notre corps dans la posture assise. Et déjà, une première façon de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, de connaître la réalité de ces moments présents. Je respire, donc je suis là. Je respire, donc je suis vivant. Je respire, ça veut dire que mon corps est en train, tous mes organes sont en train de fonctionner correctement. On continue avec la même respiration et à l'inspiration, mentalement, on fait les sons OM. Et à l'expiration, on chante la même chose, les sons OM mentalement. Ça veut dire que vous allez inspirer entre 6 et 10 secondes à chaque fois. Expirer entre 6 et 10 secondes en chantant les sons OM, en sachant que les sons de la M est plus long que les sons de la O. Focalisez vos sens. Et observez les sensations dans le corps pendant que vous vibrez ces sons mentalement. Cette focalisation avec la répétition de ces sons va nous aider à relaxer le système nerveux, comme vous savez déjà, et à nourrir et développer notre capacité de concentration. On va ajouter une visualisation. À chaque inspiration, vous allez observer cette respiration comme une espèce de lumière qui monte depuis la base de votre corps vers les sommets de la tête. Et à l'expiration, elle va descendre depuis les sommets de la tête vers la base de votre corps. Et continuez. Toute cette expérience, vous pouvez l'observer de manière détendue, avec beaucoup de quiétude, calmement. Et observer
Si c'est vos sens qui sont en train de connaître l'expérience, si c'est l'inférence de votre apparatus de la raison, de votre apparatus des connaissances, ou si c'est peut-être grâce à la guide parlant et grâce à la guide phonique que je suis en train de vous faire, de vous donner. Vous revenez à votre respiration lente et profonde. Et vous allez visualiser différents objets, des êtres vivants. Je vais mentionner. Et en maintenant la même dynamique de la respiration, vous observez de manière détachée les objets. Un éléphant. Un lion. Observez tous les détails de chaque objet et de chaque être que je suis en train de mentionner. Un tigre. Un singe. Soyez conscient sur tous les aspects au niveau physique, au niveau émotionnel, énergétique et psychologique peut-être de ces animaux. Une vache blanche. Un cerf en train de écouter. Un cygne blanc en train de nager sur l'eau. Un gorge, gorge rouge. Un gorge rouge sur un arbre dans votre jardin. Un papillon sur une feuille. Une étoile de mer sur le sable. Un crocodile qui prend le soleil. Une fleur de lotus jaune. Un champ de tulipes. Une rose rouge en train de s'ouvrir. Les soleils qui brillent
pendant l'été. Des petits arbustes sur un couloir vert. La terre. Le feu. L'air. L'eau. L'éther. Un élément tamasique. Un élément rajasique. Un élément sattvique. Une étoile dans le ciel. La lune pleine. Des planètes comme Mars, la couleur rouge de la planète Mars dans le ciel. La couleur bleue d'un ciel ensoleillé. La pelouse d'un jardin en printemps. La couleur rose. La couleur orange. Une journée très chaleureuse. Un après-midi très froid pendant l'hiver. Le feu dans l'obscurité. Un triangle rouge inverti. Un hexagone. Un chakra de votre corps. Les passages de l'air entre la gorge et le nombril. Une lumière qui brille
très fortement sur les sommets de votre tête. Revenez à votre respiration lente et profonde. Et imaginez dans le centre de votre cerveau un petit point qu'on connaît comme la pituitaire. On l'observe à chaque inspiration se remplir de lumière et à chaque expiration se vider complètement. On va observer cette même lumière traverser la colonne vertébrale pour arriver au niveau du nombril. À l'inspiration, vous observez cette lumière traverser la colonne vertébrale et passer, descendre jusqu'au niveau du nombril. À l'expiration, elle va monter. Et vous continuez avec cette observation, cette visualisation. On arrête la visualisation, on continue avec une respiration normale. Et là, sans utiliser les mains, on va laisser toujours les mains dans les mains bras, sur le genou. On respire uniquement par la narine gauche. Uniquement par la narine gauche. Vous focalisez toute votre énergie, votre concentration, votre focalisation sur la narine gauche. À l'inspiration, vous chantez mentalement Om. À l'expiration, vous chantez mentalement Om. Vous arrêtez la visualisation, respirez par les deux narines. Et maintenant, on se focalise que sur la narine droite. Inspirez et expirez que par la narine droite en chantant mentalement les sons Om. À l'inspiration, à l'expiration, sans utiliser les mains. Sans utiliser les mains. On n'exercice que avec une visualisation. On maintient les mains toujours en Chin Mudra sur le genou.
Grande inspiration, grande expiration. Et là, on revient à notre posture en observant toujours la colonne bien droite. Concentration entre les deux sourcils, la poitrine bien ouverte. On pose les mains en face de la poitrine. On pense à notre intention de travail pour aujourd'hui. Peut-être ça a changé. Peut-être c'est la même. Et on chante les sons ronds 3 fois. Inspirez, expirez. Les yeux fermés toujours. Et on essaie de trouver une réponse à la question. Qu'est-ce que je suis en train de connaître? Qu'est-ce que j'ai envie de connaître? De quoi j'ai besoin de faire connaissance? Quel est mon besoin de connaître? Inspirez, expirez. Et doucement, les yeux fermés, poussez les mains sur les genoux. Et quand vous soyez prête, doucement, ouvrez les yeux. Donc là, on a 3 minutes pour poser des questions ou donner des commentaires. Je vous invite à enlever, oui, parce que j'ai mis un silence. Et alors, comment c'était cette expérience? On a médité à peu près 25 minutes. Oh, tant que ça. Ouh, t'es bien. Super bien. Super bien. Ouais. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment, par la respiration, en fait, réussi pour la première fois à respirer de façon hyper calme. Et j'ai vu des choses que j'avais jamais vues jusqu'à présent, en fait, au niveau de la sérénité, ouais, du calme intérieur, impressionnant. Mm. Vraiment. Très bien. Première fois. Mm. Très bien. Ouais. Bon, vous allez avoir cette vidéo. Vous pouvez après la télécharger, c'est pas. Et pratiquer la méditation uniquement plusieurs fois pendant la semaine, ça peut vous aider. Et d'accord. Merci beaucoup, Céline. Merci, Mona. Et Catherine. Moi, je ne me suis pas rendu compte du temps qui a passé. Et par contre, ce que j'ai trouvé difficile, c'est la petite lumière. J'avais du mal à la voir. Il faut la voir ou il faut y penser? Alors, et ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir des lumières et qui ne peuvent pas s'imaginer des lumières qui montent et qui descendent. C'est Oui. difficile des fois. Et c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On peut observer directement si on a la capacité. On peut imaginer qu'il y a quelque chose qui bouge, même si tu ne la vois pas. Tu fais un petit effort de imaginer.
Et si tu n'arrives pas à imaginer et à voir cette visualisation, tu la répètes. Je vois une lumière qui monte, je vois une lumière qui descend. Je vois une lumière qui monte, je vois une lumière qui descend. À la place de répéter Om. Mais déjà, si tu chantes Om, tu peux dire mentalement les deux choses en même temps, non? Om, je vois une lumière qui monte, je dors. Tu vois? Mhm. Et par rapport au concept de la connaissance, quand j'ai posé la question à la fin, qu'est-ce qu'on est en train de connaître? Qu'est-ce que c'est ça dont on a besoin de connaître? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, enfin, moi, c'est la paix intérieure, en fait. C'est ça. Oui. Ok, La paix donc intérieure, voilà. j'ai besoin de connaître la paix intérieure. Ouais. Et tu penses que tu as déjà au moins observé ce que c'est ça? Est-ce que tu as ressenti, bon, selon ton expérience, tu l'as déjà ressenti, la paix Ouais. intérieure, la calme. Mm. Mhm. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'il faut vivre ce moment plus souvent. Ok. Vivre ce moment plus souvent et être, arriver à être plus à l'écoute de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. La connexion entre le cerveau, le mental et vraiment chaque partie du corps à l'intérieur. Très bien. Merci Céline de nouveau. Catherine, je vois que tu partages Oui, les c'est ça, témoignages. pareil. Hein, pareil. Et en fait, c'est très bizarre parce que justement, à ce moment-là, on est vraiment là, à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est ça, à l'intérieur de nous-mêmes. Ah. C'est très bizarre parce que on est toujours quelqu'un pour les autres, quelqu'un pour faire des choses, mais à l'intérieur de... C'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Carrément. Ah oui, c'est génial. Très joli, j'adore. J'adore. Ouais. Bon, donc dans cette première expérience, on a constaté, selon la praxis, oui, la théorie de Patanjali, et ce troisième concept de la connaissance, ce Vikalpa. Et dans un moment donné de la méditation, on n'est pas fixé sur un objet, on n'est pas fixé sur un concept, on est en train d'avoir une expérience uniquement. Et on est sûr qu'on est en train d'expérimenter la paix et qu'on est en train d'être bien à l'intérieur de soi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on est sûr, c'est ça qui attire beaucoup mon attention. C'est pas que, ah, j'ai entendu peut-être que je suis dans le bon endroit. Non, tu n'as pas vu avec tes yeux, tu n'as pas entendu avec tes oreilles, tu ne l'as pas même goûté avec ta bouche. C'est simplement une notion, un ressentir. Et c'est la vérité. Bon, les filles, je vais arrêter ce partage. C'est déjà 1 heure. Et bon, on va essayer de refaire un dossier. Donc, quand vous soyez dans les cours, essayez de parler de cette expérience. Je vais partager les liens avec tous les groupes de tous les centres. Et on va continuer après avec les concepts qui suivent. Est-ce qu'il y a cours mardi, au fait? Oui, cette semaine, je travaille toute la semaine. C'est la semaine d'après. D'accord, d'accord. Mais je vais vous dire tout de suite dans les groupes. Merci beaucoup pour votre Merci. présence. Merci à toutes les deux. Et pratiquez quand vous avez déjà les liens. Pratiquez. Ok, merci. Namasté. Namaste.